C'est une excellente question. Qu'est-ce que vous voulez comme remontant? Je vous fais confiance. Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans le bistrot d'Andrew. Comme chaque semaine, j'ai fait venir des invités pour me parler d'un film. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de... Julien. Marc-Antoine. Power. Rebonjour. Oui. Et Martin. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une résidence pour personnes âgées, mais à côté, je fais des vidéos sur YouTube. D'accord. Oh, cool. Je travaille à l'Office québécois de la langue française comme conseiller auprès des entreprises. D'accord. Moi, je suis toujours employée dans une salle de cinéma aux Laurentides. Vous avez regardé dans l'émission précédente. Et toi? Yes, moi je suis pigiste dans l'audiovisuel en général. Super. Donc Martin, tu voulais venir nous parler d'un film? Yes, je vais venir vous parler de Platoon d'Oliver Stone, sorti en 1985. C'est un film sur la guerre du Vietnam. Donc on suit un jeune appelé Chris, interprété par Charlie Sheen, qui arrive au Vietnam pour la première fois, qui sait pas trop ce qu'il va retrouver là-bas. Et il va se rendre compte de l'horreur qu'il va vivre là-bas. En fait, il va rencontrer Elias, interprété par Willem Dafoe, qui est un sergent aussi, et Tom Berenger, qui joue le rôle de Barnes, qui vont être en sorte pour lui deux figures paternelles, et c'est ce qui va le guider un petit peu dans cet endroit où il sait pas trop comment se sentir et comment se retrouver en fait. Pourquoi t'as choisi ce film-là? Pourquoi j'ai choisi ce film-là? Parce que c'est un film que j'ai découvert beaucoup trop jeune, quand j'étais gamin, à vrai dire. Bah, je voulais voir tous les films de Johnny Depp quand j'étais môme. J'avais vraiment, j'étais ultra fan de ce gars-là. Ouais. Et je suis allé au club vidéo et j'avais vu que bon bah Johnny Depp, c'était un de ses premiers rôles, c'était dans Platoon en 85. Donc il est super jeune dans ce film-là. Je n'ai pas été déçu. Il a peut-être 1 minute 30 à tout casser dans le film, Johnny Depp, mais il est quand même dans Platoon. Ouais, c'est ça. Mais il est quand même dans Platoon. Du coup, j'ai découvert un fantastique film quand je l'ai vu à cet âge-là. Je pense que je devais avoir 9-10 ans. Ouais, ah oui, c'est quand même assez jeune quand je dis. Quand je dis, je l'ai vu jeune. Ouais. J'ai vu 9 ans, il regarde Platoon. Ouais, non, c'est ça. À savoir en plus qu'il y a des scènes quand même assez chocs dans le film qui m'ont bien marqué. Moi, j'ai vu le parrain à 5 ans. Ouais, bah c'est ça, mais on peut continuer. Mais vos parents, alors non, c'est ça. Ils étaient précoces. J'ai jamais été censuré pour ce que je voulais voir quand j'étais jeune. Je pense que j'ai vu Terminator 2 à 6 ans, un truc comme ça. Donc pour vrai. Ouais, Mood, donc voilà. Alors, tu trouves qu'on cite souvent Apocalypse Now? Ouais, bon, ok. Platoon, c'est trop bien. C'est ça. Non, moi j'aime beaucoup les films sur la guerre du Vietnam. Je trouve que c'est une époque au cinéma en termes de mise en scène et de production design, ça ressort toujours bien, les costumes et tout, ces trucs-là, quand c'est bien fait, ça ressort trop bien. Et quand on parle film sur la guerre du Vietnam, tout le monde parle d'Apocalypse Now. Donc à dire, j'ai rien contre Apocalypse Now, c'est un super film, je surkiffe Apocalypse Now, mais Platoon est un petit peu, comment on peut dire, pour moi, hein, c'est subjectif, est un petit peu au-dessus parce que, bah voilà, je trouve qu'il mérite qu'on en parle. C'est un film qui est ultra réaliste. C'est sûrement le truc qu'on entend le plus parler sur Platoon, c'est que Oliver Stone a vécu la guerre du Vietnam. Du coup, ça se transpose vraiment dans le film. C'est de quoi il parle. Mais qui va faire une scène où ils vont garder, par exemple, un endroit particulier. Il va avoir des sortes de tics dans son cerveau, des trucs comme ça, la chaleur, l'humidité, tous ces trucs-là. Alors vraiment bon. Mais c'est intéressant, hein, ces genres de détails-là que nécessairement on mentionne pas quand on parle de la guerre du Vietnam parce qu'on n'était pas là. Hein. Ouais, exactement. Du coup, on va passer à Julien. Tu vas nous parler de quel film? Moi, c'est Sakra, la légende des demi-dieux, réalisé par Donnie Yen. Ok. Pourquoi ce film-là? Ça parle de quoi? Alors, c'est l'adaptation du vieux conte de Ying Zhong, semi-dieu, semi-démon. Ça suit l'histoire de, excusez-moi, je veux pas écorcher le nom, Kiao Feng, qui est le chef d'un gang de mendiants. Son gang l'accuse d'être un traître et d'avoir tué l'un des siens et d'avoir tué ses parents. Et donc, lui, il décide de renoncer à son rôle pour trouver qui est le coupable. Et du coup, pourquoi t'as choisi ce film-là? C'est le premier film que j'ai regardé avec mon regard de cinéphile. Donc, quand j'ai appris des codes de cinéma. Et je suis aussi un gars qui est beaucoup intéressé par la technique quand on fait des scènes de combat. Parce que je sais que quand on fait des scènes de combat, il faut prendre de la patience et savoir comment tu mets en scène. C'est un film martiaux, j'imagine. Il y a des règles à suivre. Exactement. Ouais. Puisque c'est Donnie Yen. Le retour de Donnie Yen dans une production chinoise. Yes. Parce que je commençais à m'ennuyer un peu avec les films occidentaux, avec les scènes d'action et surtout les Marvel qui sont mal cadrés et les caméras trop proches. Mais non, c'est bien Marvel. On adore. Ben oui, regarde donc encore Civil War, toi. Tu as un peu ce sentiment où il n'y a pas de trucs faux, où tu sens que les coups sont vraiment vu donné. Vraiment. Ouais, il y a surtout une scène où genre Donnie Yen lui fait un coup de pied retourné sur un gars, puis le gars il revole directement sur la table, mais la table se brise et tu te dis
Attention. Oui, bonjour, c'est Victor en régie, je me permets d'intervenir. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de dire sur la question du fait que, contrairement à des Marvel, on voit plus. Je pense aussi que c'est dû au fait que, contrairement aux Marvel, où quand on est à un moment dans une scène d'action, on remplace le véritable comédien par justement des cascadeurs et tout. Dans le cinéma asiatique et aussi le cinéma indien notamment, les gens qui font les cascades sont aussi les stars qui vont jouer dans le film. Donc on va pas gâcher leur travail, on va pas le surcuter, on va pas tout ça. Je pense notamment récemment, il y a eu un super film asiatique qui est sorti qui s'appelle Creation of the Gods, qui est un immense film d'action et où chaque scène, tu vois les comédiens, il faut voir leur travail, il faut voir justement, on prend ces gens-là parce qu'ils ont une capacité d'être un acteur et de transmettre des émotions, mais aussi parce que c'est des corps d'action et qu'il faut au maximum les mettre en avant, mieux les filmer et plus les respecter que des cascadeurs qui ont même pas le droit d'avoir une catégorie aux Oscars aux États-Unis, quoi. Ouais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les films de Jackie Chan. Dans les films de Jackie Chan, il y a tout le temps une séquence à la fin pendant le générique où tu vois les moments où il s'est moffé. Il s'est planté pendant ses cascades. Mais il a failli mourir plein de fois, Jackie Chan. C'est un truc de ouf. C'est un malade. Le mec, son corps, il est terminé. Il mérite d'être célèbre, tu vois. Je pense qu'il l'a mérité. Il a assez souffert. Ouais, mais aussi que dans ce film-là, tu sais que chaque scène d'action, genre les coups qui sont envoyés, c'est millimétré. Donnie Yen, il avait 60 piges. 60 piges! Et pourtant, en plus, dans le film, tu vois qu'il est encore jeune. Et moi, je me plains que j'ai mal au dos. Super. Ta gueule, Andrew! Du coup, on va passer à Marc-Antoine. Tu vas nous parler d'un film québécois, apparemment. Oui, tout est parfait. Donc, c'est un film de 2008 réalisé par Yves-Christian Fournier, qui est un film assez déprimant, je dirais. Je vais le dire tout de suite. Ça commence, en fait, il y a 4 adolescents qui se sont suicidés. Ça commence comme ça. Il y a des images un peu crues aussi dès le départ du film. Et on suit l'histoire, en fait, de Josh, le personnage principal du film, qui était l'ami de ces 4 autres garçons-là, qui vit un peu le drame. Et après, ça s'intéresse à... je dirais que c'est un peu un film qui s'intéresse à ceux qui restent après qu'il y en ait qui soient partis au final. On suit l'histoire de Josh qui essaie de survivre après ça, qui noue des relations qui sont pas toujours faciles avec l'ex-copine de un des jeunes et le père d'un des autres jeunes. C'est assez déprimant, mais il y a de l'espoir aussi. Le scénario, c'est vraiment une des forces du film, écrit par Guillaume Vigneault, qui est le fils de Gilles Vigneault, entre autres choses. Ouais. Intéressant. Icône québécoise. Excusez-moi, bonjour, c'est la régie. Qui sont ces gens que vous citez? Je les connais pas du tout. Parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait une rêve. Non, j'ai eu l'impression qu'il y avait une rêve très québécoise. Et en tant que de sale français, j'ai vraiment pas eu la rêve, quoi. Entre autres, bienvenue au Québec. Je pensais que c'était un des seuls Québécois connus en France. Non, on connaît Anthony Cavana et Stéphane Rousseau. Et François et Xavier Dolan. Mais Gilles Vigneault, entre autres, c'est celui qui a un peu créé notre hymne national au Québec. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. C'est une phrase de Gilles Vigneault. C'est une chanson. Et alors, pourquoi tu as choisi de nous parler de ce film-là? C'est un film que je trouve extrêmement marquant. Je l'ai pas vu à l'adolescence. Je l'ai vu un peu plus tard. C'est un film qui a beaucoup de rebondissements. En fait, là, il y a des flashbacks, il y a toutes sortes de péripéties. L'émotion m'a encore frappé extrêmement fort à la fin, juste en anticipation de ce qui arrivait. On dirait que j'avais de la misère à respirer. Ah oui, mais... ça doit être bien oppressant. Ouais. Tu peux pas vraiment faire un film léger sur un... Non, c'est ça. Oui, mais c'est un film qui est assez déprimant. Je veux dire, l'image est très grise. C'est tourné, ça se passe dans une sorte de ville, de région, mais industrielle. Donc, c'est... Avec des tanks partout ou... Oui, pas partout. Oui, il y en a beaucoup. Tous les pires aspects de la ville et de la campagne mis ensemble. C'est juste comme déprimant, mais... chercher le pire dans tout. Exact. Pour tout ce qui est décor et tout ça. Mais après ça, dans l'image, j'ai dit qu'elle était grise, mais il y a aussi l'espoir qui est là, la lumière du soleil. Il y a un beau travail, je pense, sur la lumière. Et quand tu dis qu'il y a 4 jeunes qui se sont suicidés, c'est genre en même temps? Ou au fur et à mesure? Ça m'intrigue. Non, mais ça m'intrigue. Est-ce que ça va rester dans l'émission? Je sais pas, ça m'intrigue en fait. Par contre, si ça spoil pas, s'il te plaît, parce que je vais sûrement le regarder, vu comment t'en as parlé, ça m'a beaucoup donné envie. Mais non, oui et non. Ça dépend. Bon. Du coup, on va finir avec toi, Power. Bonsoir, Power, tu vas nous parler d'un film. Oui, je suis revenue parler du film Pro Mare de Imaishi Hiroyuki, sorti en 2019. C'est par le studio Trigger, un film d'animation japonaise, encore une fois.
qui raconte l'histoire de Galo Timos, qui est un pompier dans, je sais pas si c'est Tokyo, dans une ville japonaise plutôt futuriste où une nouvelle sorte d'êtres humains appelés les Burnish sont venus au monde spontanément comme ça. Puis c'est des êtres humains qui sont capables de créer du feu. Puis Galo Timos combat une organisation terroriste de Burnish qui s'appelle Mad Burnish, qui existe dans le fond pour libérer les Burnish. Puis il va apprendre peu à peu qu'il y a peut-être plus au Burnish que juste des terroristes qui veulent détruire le monde. Est-ce que c'est aussi issu d'une série ou c'est vraiment juste Non, c'est un film original par un réalisateur qui a de l'expérience dans la série. C'est le réalisateur, entre autres, de Gurren Lagann, Kill la Kill. C'est son premier gros long-métrage à budget. Puis tu le sens vraiment dans la production. Il y a du moyen, que ce soit au niveau de l'animation traditionnelle en 2D ou de l'animation 3D aussi, qui vient créer les flammes des Burnish, qui donne une esthétique un peu vaporwave, rose, bleu pâle, une thématique du film que je préfère pas spoiler, que je vais laisser les gens découvrir, mais c'est en lien avec la communauté LGBT. En plus, ok. Oui. Développe. Non, mais c'est un film qui est vraiment super bien, puis ça démontre vraiment bien, à mon avis, le pouvoir de l'animation japonaise, puis tout le cinéma de tout ce que Imaishi Hiroyuki a fait, en fait, où est-ce que vraiment on exagère les traits de personnages, l'action est ultra exagérée, c'est over the top, mais comme, ouais, mais pas x2, genre comme x1000, comme on va vraiment au bout de ce qu'on peut faire. Les personnages sont caractérisés plus par leurs traits, leur animation, leur design que par le dialogue. La fin met toujours les larmes aux yeux parce que c'est juste shit man, c'est cool. Ouais. C'est tellement cool. C'est genre les Japonais, ils sont bons comme ça. Genre, oui, genre un peu comme Jojo Bizarre Aventure. Ouais, un peu comme Jojo, oui, comme on peut voir sur ta veste. Même au niveau de l'animation japonaise, Imaishi Hiroyuki, il est toujours plus haut. Il est toujours comme x1000 par rapport aux autres. Il est toujours dans l'extrême. Une scène d'action, on parlait de Marvel plus tôt, une scène d'action où c'est juste des gens qui se battent, quelque chose. Il est comme, ouais, non, mais moi, je veux que ce soit dans l'espace. Fait que, là, ils sont dans des gros robots, puis ils se garochent dans l'espace, puis c'est juste, quoi ajouter de plus? C'est tellement beau à voir. C'est genre comme quoi, assumer son délire, parfois, ça donne des trucs géniaux. Il s'assume à 1 milliard de %. C'est vraiment fascinant. Vous aviez déjà entendu parler de ce film? Ouais, j'ai entendu parler et j'ai pas encore vu. Une quiche en cinéma d'animation japonais, malheureusement, donc... que veux-tu? Ça paraît-tu que je suis weeb un peu? J'ai juste une période manga un peu, donc j'ai vu quelques films d'animation ici. Moi, je regardais Naruto quand j'avais 8 ans, mais à part ça... Moi, j'ai vu les films de Miyazaki, mais tout ce qui est plus... À part, je pense que Miyazaki, c'est vraiment la porte d'entrée dans le cinéma. Ces films sont plus accessibles aussi parce qu'ils ont aussi beaucoup de VF. Oui. Ces films sont super accessibles parce que c'est des fables. Ça s'acclimate un peu à notre ambiance occidentale de Disney, Pixar, ces trucs-là, tout en gardant une esthétique puis une vibe plus japonaise qui dénature pas l'aspect oriental des films de Miyazaki. Puis c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant dans le cinéma de Miyazaki, c'est comment il réussit à s'exprimer au plus grand nombre tout en faisant de quoi qui est purement japonais. Tu veux parler, Victor? Ouais, non, parce qu'on était en train de parler du fait qu'il y avait une accessibilité d'un certain cinéma japonais, notamment Miyazaki via la VF. Promare a eu une grande VF qui a été faite par un grand studio. Je me demande si c'est pas Dubbing Brother, mais qui a fait justement une VF de grande qualité avec Donald Renew, avec plein de gens dessus. Donc je vous encourage même à découvrir le film avec sa VF, qui est vraiment très réussie. Et en plus, on a beaucoup de chance, contrairement aux années 90 ou début des années 2000, on a de plus en plus de studios japonais qui sont diffusés, que ce soit au Canada ou que ce soit en France et tout. Donc c'est le moment justement de se lancer dans l'animation japonaise et de découvrir que c'est pas que Miyazaki, et il y a plein d'autres gens qui font des trucs de ouf, quoi. Quoi de mieux pour conclure l'émission de parler de Miyazaki. Merci beaucoup d'être venu partager avec nous des films qui ont l'air super. Plaisir, merci beaucoup. Donc je vous souhaite une bonne continuation, puis moi je repasse le micro à Victor.